Au 14 mars 1942, 10h15 du matin, quartier général de la marine impériale japonaise, Tokyo, le vice-amiral Nishizo Tsukahara tenait un document qui n'aurait jamais dû être écrit. Il s'agissait d'un rapport consolidé sur les pertes aériennes subies face aux tigres volants américains au cours des 3 derniers mois. Les chiffres étaient si dévastateurs qu'il classifia immédiatement le document comme ultra secret et émit l'ordre naval 127S, découverte seulement en 1993 dans les Desatis. Archives de guerre de Tokyo. Effet immédiat. Toutes les unités cesseront de signaler les pertes spécifiques en combat contre les appareils P-40 du groupe connu sous le nom de Tigres volants. Ces informations sont préjudiciables au moral et seront considérées comme un acte de trahison si elles sont divulguées. Ce qui avait provoqué la panique au sein du haut commandement japonais, ce sont des chiffres qui défiaient toute logique militaire. Entre décembre 1941 et mars 1942, les Tigres volants, opérant avec un maximum de 50 P-40 Warhawks simultanément, avaient abattu 217 appareils japonais, confirmés. Les pertes des Tigres volants, seuls 14 P-40 en combat aérien, un taux de 15,5 pour 1. Pour remettre les choses en perspective, la doctrine militaire japonaise considérait comme acceptable un taux de perte de 1 pour 1 contre des forces technologiquement équivalentes. Le problème avait commencé le 20 décembre 1941. Lorsque le premier rapport détaillé arriva du front. Le major Mitsuo Fuchida, qui avait mené l'attaque sur Pearl Harbor seulement 13 jours auparavant, reçut des rapports de ses escadrons en Chine. Il écrivit dans son journal, retrouvé des décennies plus tard, « Les chiffres doivent être erronés. Comment 8 avions américains obsolètes peuvent-ils abattre 23 de nos meilleurs pilotes sans en perdre un seul ? J'ai demandé un recomptage 3 fois. Les chiffres n'ont pas changé. » Mais il y avait plus dans cette première rencontre que Fuchida n'avait initialement rapporté. Les pilotes japonais décrivirent quelque chose de perturbant concernant le comportement des P-40. Ils ne volaient pas comme prévu. Au lieu d'accepter le combat individuel, les Américains maintenaient des formations rigides de 2 ou 4 avions. Lorsqu'un Zéro tentait de poursuivre un P-40 en piqué, un autre surgissait de nulle part, attaquant le poursuivant. C'était une chorégraphie mortelle que les Japonais n'avaient jamais rencontrée. Le lieutenant Hiroshi Okumura, un des survivants de ce jour-là, écrivit plus tard, « Nous avons été entraînés pour être des samouraïs des airs, menant des duels honorables. EX, ils combattaient comme une meute de loups, sans honneur, mais avec une terrible efficacité. Claire Chennault, commandant des Tigres volants, avait développé un système tactique spécifiquement conçu pour exploiter les faiblesses japonaises. Ses pilotes reçurent des ordres stricts. Ne jamais s'engager dans un combat individuel, toujours attaqué par paire ou en quatuor, utiliser l'altitude et la vitesse en piqué, ne jamais tenter de suivre un Zéro en virage. C'était une approche scientifique du combat aérien, totalement opposé au Bushido aérien japonais qui valorisait les duels individuels et l'habileté personnelle. Chennault avait passé des années en Chine avant la guerre, observant les tactiques japonaises pendant le conflit sino-japonais. Il tenait des carnets détaillés où il notait chaque manœuvre, chaque schéma d'attaque. Dans un mémorandum à ses pilotes daté de novembre 1941, il écrivit « Le pilote japonais moyen a 500 heures de vol. Il a été entraîné à l'acrobatie aérienne depuis son enfance. Vous ne pouvez pas le vaincre selon SES règles. Alors, ne jouez pas à son jeu. Le Zéro est une œuvre d'art, mais il a des défauts fatals. Il n'a pas de blindage. Il n'a pas de réservoirs auto-obturants. Il est fait d'un alliage léger qui prend feu comme du papier. Un coup bien placé, et il devient une torche. Nos P-40 sont des chars volants en comparaison. Utilisez-le. À suivre.
Un brouillard étrange volait sur les yeux du pilote. Sa vision se trouble à chaque fois qu'il lève les yeux vers le ciel d'où surgissent généralement les P-40 Warhawk. Les examens ophtalmologiques ne révèlent rien d'anormal. Un mal purement psychologique, une terreur palpable. Le 23 février 1942, un incident allait forcer une censure totale. Lors d'un briefing pour de nouveaux pilotes à la base de Hanoï, le capitaine vétéran Mitsugu Kofukuda présente les vraies statistiques des combats. Sur 100 pilotes présents, 31 demandent immédiatement leur mutation. 12 invoquent de soudains problèmes médicaux. Ce rapport parvient à l'empereur Hirohito, qui ordonne personnellement une enquête, mais le rapport ne mentionne pas la panique qui a suivi. 2 pilotes tentent de déserter cette nuit-là. Ils sont appréhendés à la gare. Un troisième, le sous-lieutenant Yoshio Harada, comme seppuku, laissant une note. « Je préfère mourir avec honneur de mes propres mains plutôt que d'être abattu comme un oiseau par les démons américains. » Le commandant de la base, le colonel Ichiro Sasaki, brûle la note et déclare la mort accidentelle pendant une opération de maintenance. La réponse du commandement japonais est double. Premièrement, l'ordre naval 127S interdit de signaler les pertes spécifiques contre les P-40. Deuxièmement, une campagne de désinformation interne est lancée. On raconte aux nouveaux pilotes que les tigres volants disposent de centaines d'avions, qu'ils sont des pilotes vétérans de la guerre en Europe, et qu'ils utilisent une technologie secrète britannique, des mensonges, mais nécessaires pour expliquer les pertes dévastatrices sans admettre l'infériorité tactique. La campagne de désinformation est élaborée. On invente des histoires sur des pilotes des tigres volants, d'anciens as de la RAF avec des dizaines de victoires. On imagine une technologie secrète, un nouveau type de viseur, garantissant des tirs à longue distance. On répand même des rumeurs selon lesquelles les P-40 utilisent un nouveau au carburant les rendant 30% plus rapides. Tout pour éviter d'admettre qu'ils sont battus par des tactiques supérieures et non par une technologie supérieure. Robert Duke Edman, pilote des Tigres volants, crédité de 10,5 victoires, capture l'essence de cette supériorité tactique dans une lettre à sa famille, trouvée dans ses archives personnelles. Les Japonais volent comme des artistes, chacun essayant d'être un héros. Nous volons comme une équipe de football américain. Ils font de belles acrobaties. Nous marquons des touchdowns. À la fin du match, c'est le score qui compte, pas le style. Edman décrit également la préparation méticuleuse avant chaque mission. Sheno fait étudier des silhouettes d'avions japonais pendant des heures à ses pilotes. Ils s'entraînent à l'identification jusqu'à pouvoir distinguer un 0 d'un Ki-43 à 2000 mètres. Chaque pilote reçoit des fiches détaillant les points faibles de chaque modèle japonais. Pour le 0, viser le cockpit ou les réservoirs d'essence aux racines des ailes. Pour le Ki-43, le moteur est vulnérable aux tirs frontaux. Une approche académique du meurtre, transformant le combat aérien en science. L'analyse technique révèle un autre facteur crucial, l'armement. Les P-40 des Tigres volants sont modifiés avec 6 mitrailleuses Browning de calibre 50, convergées pour concentrer le feu à 250 mètres, chaque arme tirant 13 coups par seconde. Un P-40 déverse 78 projectiles de 12,7 mm par seconde sur une cible. Le 0, avec sa construction ultra-légère, se désintègre sous un tel volume de feu. Un vétéran japonais décrit « C'était comme être heurté par un mur de métal. L'avion se disloquait tout simplement. » Mais il y a plus dans l'histoire de l'armement. Sheno a expérimenté différents types de munitions. Il a découvert qu'en alternant des balles traçantes, incendiaires et perforantes, on créait un effet dévastateur. Les perforantes traversent la structure, les incendiaires enflamment le carburant et les traçantes aident à viser. Un pilote japonais capturé, le lieutenant Tadashi Minami, décrit
J'ai vu le zéro de mon chef être touché. D'abord, de petits trous sont apparus sur le fuselage, puis de la fumée. En quelques secondes, il était en flammes. Le pilote n'a même pas eu le temps de sauter. Il est passé d'un avion intact à une boule de feu en moins de 3 secondes. Mais il existait un élément psychologique encore plus profond. La culture militaire japonaise ne permettait pas d'admettre l'infériorité. Les pilotes revenant de missions où ils avaient été surpassés par les tigres volants falsifiaient souvent leurs rapports, invoquant des pannes mécaniques ou des conditions météorologiques défavorables au lieu d'une défaite au combat. Cela créait un cercle vicieux. Le commandement ne comprenait pas pourquoi il perdait et ne pouvait donc pas développer de contre-tactiques efficaces. Un cas exemplaire est celui du major Takeo Yokoyama, commandant du 64e Sentai. Après avoir perdu 5 avions lors d'un engagement où il a rapporté des conditions météorologiques défavorables, il est confronté à un subordonné qui menace de dire la vérité. Yokoyama répond: « Préférez-vous que nos familles sachent que nous avons été vaincus par des barbares inférieurs, que notre entraînement de plusieurs années a été inutile. Parfois, le mensonge honorable est meilleur que la vérité déshonorante. » Le subordonné accepte de garder le silence, mais écrit dans son journal: « Aujourd'hui, j'ai réalisé que nous avons déjà perdu la guerre. Nous ne pouvons pas vaincre un ennemi que nous n'osons même pas nommer. » Le document le plus extraordinaire n'a émergé qu'en 2001, lorsque la famille du général Hideki Tojo a fait don de ses archives personnelles. Parmi elles, une transcription d'une réunion secrète du 3 mars 1942. Tojo déclare: « Si nos pilotes apprennent qu'ils sont battus à 15 contre 1 par des Américains pilotant des avions que nous considérons comme obsolètes, l'impact sur le moral sera irréparable. Mieux vaut qu'ils croient qu'ils luttent contre des forces supérieures en nombre que contre des forces inférieures en tactique. » Présent à la réunion, l'amiral Isoroku Yamamoto, qui avait planifié Pearl Harbor. Sa réponse, censurée à l'époque, mais conservée dans les notes personnelles de Tojo, fut prophétique. « Cacher la vérité à nos hommes, c'est semer les graines de notre défaite. Si nous ne pouvons pas apprendre de nos erreurs parce que nous refusons de les admettre, alors nous avons déjà perdu. Les Américains adaptent leurs tactiques quotidiennement. Nous combattons toujours comme nos grands-pères. Cette guerre ne sera pas décidée par le courage, mais par celui qui apprend le plus vite. » La censure eut des conséquences inattendues. Sans rapport de combat précis, de nouveaux pilotes arrivaient au front complètement impréparés aux tactiques des tigres volants. Ils répétaient les mêmes erreurs, subissaient les mêmes pertes. Le lieutenant Saburo Sakai, qui allait devenir l'as japonais le plus titré avec 64 victoires, écrit dans ses mémoires: « La pire chose qu'ils aient faite a été de cacher la vérité. Chaque nouveau pilote devait apprendre de la manière la plus difficile ce qui aurait pu être enseigné en 10 minutes de briefing. » Sakai a développé plus. Amplement dans ses mémoires posthumes, publiées seulement en 2000. « J'ai perdu 3 wingmen lors de ma première rencontre avec les tigres volants. Tous ont commis la même erreur. Ils ont tenté de poursuivre un P-40 en piqué. J'ai survécu parce que j'ai vu le 3e mourir et j'ai compris le schéma. Si on les avait avertis, ces hommes seraient encore en vie. Mais le haut commandement a préféré préserver l'illusion de l'invincibilité plutôt que de préserver des vies. J'ai appris ce jour-là que nos véritables ennemis n'étaient pas les Américains, mais notre propre arrogance. En avril 1942, la situation devint si désespérée que le commandement japonais envisagea d'utiliser des attaques kamikazes. 3 ans avant le premier attentat kamikaze officiel, le plan découvert dans des documents capturés était simple. S'ils ne pouvaient pas vaincre les P-40 Warhawk en combat, ils entreraient en collision avec eux. Ce plan fut rejeté.
non pas pour des considérations morales, mais parce qu'ils calculèrent qu'ils perdraient 3 pilotes pour chaque P-40, détruits, un bilan encore pire que le taux de perte en combat conventionnel. Le document détaillant le plan, retrouvé dans les archives navales de Yokosuka, révélait le désespoir. Le capitaine Masahisa Uemura proposa « Nous sélectionnerons des pilotes volontaires atteints de maladies terminales ou sans famille. Nous équiperons les héros avec 250 kg d'explosifs. Au moment de l'impact, l'explosion garantira la destruction. » Du P-40. Le plan fut rejeté par le vice-amiral Nishizo Tsukahara avec une annotation marginale cinglante. Si nous recourons à cela maintenant, que ferons-nous lorsque nous affronterons leurs bombardiers? L'impact économique fut également dévastateur. Entraîner un pilote de zéro nécessitait 700 heures de vol. Avec le carburant, la maintenance et l'instruction, chaque pilote coûtait l'équivalent de 2 millions de dollars actuels. Perdre 15 pilotes pour chaque P-40 abattu représentait 30 millions de dollars de formation gaspillée, sans compter le coût des avions. Le Japon, aux ressources limitées, ne pouvait tout simplement pas supporter de telles pertes. Un mémorandum du ministère des Finances japonais, daté de mai 1942, peignait un tableau sombre. Au rythme actuel des pertes contre les tigres volants, nous épuiserons notre réserve de pilotes entraînés en 18 mois. Le coût du remplacement de ces pertes dépasse notre budget militaire annuel. Nous recommandons fortement d'éviter les engagements avec les unités P-40 jusqu'à ce que des contre-mesures efficaces soient développées. Ce mémorandum fut classé ultra secret et seulement 5 copies furent réalisées. Pendant ce temps, les tigres volants opéraient avec une efficacité brutale. Sheno tenait des registres méticuleux. Le coût opérationnel par P-40 et par mois était d'environ 12 000 dollars de 1942. Avec un ratio de 15 pour 1, chaque dollar dépensé par les tigres volants coûtait au Japon 187 dollars en perte. C'était une guerre d'usure que le Japon ne pouvait pas gagner. Sheno mit également en place un système de maintenance révolutionnaire. Chaque P-40 disposait d'une équipe dédiée de mécaniciens chinois formés par les Américains. Ils pouvaient changer un moteur en 4 heures, réparer les dommages de combat en une nuit. Un P-40 pouvait effectuer 3 missions par jour si nécessaire. En revanche, les Japonais, opérant loin de leur base principale, luttaient pour maintenir 50% de leurs avions opérationnels. Un zéro endommagé pouvait rester hors service pendant des semaines en attendant des pièces. La vérité sur le taux d'abattage ne devint publique au Japon qu'en 1947, lors des procès de crimes de guerre. Lorsqu'elle fut présentée comme une preuve de l'incompétence militaire japonaise, elle causa un scandale national. De nombreux vétérans refusèrent d'y croire, insistant sur le fait que les chiffres américains étaient de la propagande. Ce ne fut que lorsque les propres registres secrets japonais furent révélés que la vérité fut acceptée. Le moment le plus dramatique arriva lorsque le procureur américain présenta le journal du colonel Toshio Ota, retrouvé chez lui après son suicide en 1945. Ota avait compilé secrètement les véritables statistiques de perte. Sa dernière entrée disait « 296 de nos meilleurs pilotes morts, 14 Américains morts. Si ces chiffres étaient connus, aucune mère japonaise ne laisserait son fils s'enrôler. Nous avons gardé le secret et nous avons condamné une génération. Je ne mérite pas de vivre en sachant ce que j'ai aidé à cacher. » Le colonel Tateo Kato, connu sous le nom de destructeur de B-17 pour ses tactiques contre les bombardiers, fit une admission révélatrice avant sa mort en 1942. Nous pouvons abattre 100 bombardiers, mais si nous perdons 15 chasseurs pour chaque P-40, nous perdons la guerre. Les Américains ont compris quelque chose que nous n'avons pas compris. La guerre moderne ne concerne pas l'honneur individuel. Elle est une question de mathématiques.
Nda Kato avait tenté de développer de nouvelles tactiques. Il proposa des attaques coordonnées à haute altitude, utilisant le soleil pour masquer l'approche. Il suggéra des attaques nocturnes, lorsque les P-40 étaient moins efficaces. Il proposa même de copier les tactiques des tigres volants, voler par paires, attaquer et s'échapper. Toutes ces suggestions furent rejetées comme étant lâches et déshonorantes. Frustré, il écrivit à sa femme « Je sais comment les vaincre, mais on ne me laisse pas. Ils préfèrent mourir avec honneur plutôt que de vivre avec la victoire. Ce n'est plus la guerre des samouraïs, c'est la guerre des machines, et nous insistons pour rester des humains. » L'ironie finale vint de Claire Chénault lui-même. Dans ses mémoires posthumes, il révéla qu'il n'avait jamais attendu un tel succès. Son estimation initiale était un ratio de 3-1 en faveur des tigres volants. Le ratio de 15-1 le surprit lui aussi. Chénault écrivit « Les Japonais nous ont aidés à les vaincre. Leur refus d'adapter leur tactique, leur obsession pour le combat individuel, leur incapacité à admettre leurs faiblesses, tout cela a multiplié notre avantage. Nous changions de tactique chaque semaine en fonction de ce que nous apprenions. Ils volaient en 1942, exactement comme ils volaient en 1937 en Chine. » Chénault révéla également un secret gardé pendant des décennies. Il avait des espions dans les aérodromes japonais. Des coolies chinois travaillant sur les bases rapportaient chaque décollage, chaque direction prise. Les tigres volants savaient souvent où et quand ils seraient attaqués des heures à l'avance. C'était un réseau de renseignements que les Japonais n'ont jamais soupçonné. Comme Chénault l'écrivit, nous avons gagné non seulement grâce à des tactiques supérieures, mais grâce à une information supérieure. Nous savions ce qu'ils allaient faire avant même qu'ils le sachent. L'impact de cette censure résonna tout au long de la guerre. Lorsque les Marines américains capturèrent Guadalcanal en août 1942, ils trouvèrent les journaux de pilotes japonais morts. Beaucoup croyaient encore que les tigres volants disposaient d'au moins 300 avions et étaient des pilotes d'élite sélectionnés dans toute l'Amérique. La réalité, qu'ils n'ont jamais été plus de 100 pilotes au total, dont beaucoup n'avaient aucune expérience de combat préalable, aurait détruit ce qu'il restait. Du moral japonais. L'un de ces journaux, celui du sous-lieutenant Hiroshi Yamada, est particulièrement révélateur, daté de juillet 1942, des mois après la dissolution des tigres volants. Il écrivit « On dit que les tigres volants sont partis, mais je n'y crois pas, ils doivent être cachés. En attendant, aucune force humaine n'aurait pu faire ce qu'ils ont fait. C'étaient des démons, pas des hommes. » Yamada mourut le lendemain, abattu par un F-4F Wildcat de la marine américaine, un avion inférieur au P-40 à bien des égards. La peur était devenue si profonde que toute défaite était attribuée au mythique tigre volant. L'un des documents les plus poignants provient du lieutenant Hiroyoshi Nishizawa, le plus grand as japonais avec 87 victoires. Dans une lettre à sa fiancée, interceptée par la censure et jamais envoyée, il écrivait « On dit que nous sommes les meilleurs pilotes du monde. Mais les Américains nous traitent comme des amateurs. Il y a quelque chose qu'ils ne nous disent pas. Combien d'entre nous doivent mourir avant qu'ils n'admettent la vérité ?» Nishizawa survécut à la guerre, seulement pour mourir en tant que passager dans un avion de transport abattu. Sa fiancée ne reçut cette lettre qu'en 1995, lorsqu'elle fut découverte dans les archives de la censure. Elle avait 73 ans, et elle pleura en la lisant. Si j'avais su la vérité, je lui aurais supplié de déserter. Mais nous pensions qu'il gagnait. Nous avons cru aux mensonges, parce qu'ils étaient plus confortables que la vérité. Le système de récompense des tigres volants était également révolutionnaire. Chaque pilote recevait 500 $ par avion japonais détruit. Cela créait une incitation économique directe à l'efficacité. Comparez cela au système japonais, où la récompense était l'honneur et la gloire, des concepts nobles, mais qui ne payaient pas les factures des familles des pilotes. Mort,
Un pilote des tigres volants pouvait gagner en un mois ce qu'un travailleur américain gagnait en un an. Le pilote David Lee Tex Hill, troisième plus grand as des tigres volants avec 18,25 victoires, gagna plus de 9 000 $ en bonus, l'équivalent de 150 000 $ aujourd'hui. Il a commenté plus tard: « C'était étrange d'être payé pour tuer. Mais ça marchait. Chaque zéro dans mon viseur valait un mois de salaire. Cela me faisait viser avec beaucoup plus de précision. Les Japonais se battaient pour des idéaux abstraits. Nous nous battions pour des dollars concrets. Cela peut sembler mercenaire, mais nous avons gagné, n'est-ce pas? » L'analyse d'après-guerre a révélé un autre facteur crucial: la communication. Les tigres volants utilisaient des radios à fréquence claire, coordonnant les attaques en temps réel. Les Japonais, encore attachés à des concepts de signaux visuels et de formation rigide, ne pouvaient pas réagir avec la même vitesse. C'était comme une équipe de football moderne jouant contre une équipe du 19e siècle. Les règles étaient les mêmes, mais le jeu était complètement différent. Une interception radio japonaise, traduite après la guerre, a capturé le chaos. Leader à l'escadron 2, où êtes-vous? Escadron 2 ne répond pas. Leader à l'escadron 3, je vois des P-40 à statique. Quelqu'un est-il vivant? Pourquoi personne ne répond? Pendant ce temps, les transcriptions américaines de la même bataille montrent une coordination. Je précise, leader rouge à rouge 2, cible à 6 heures. Rouge 2, je vois. Rupture à gauche. Rouge 3, couvrez-le. Rouge 4, avec moi dans le plongeon et remontez. C'était la différence entre le chaos et le contrôle. En mai 1942, lorsque les tigres volants furent officiellement intégrés à la force aérienne de l'armée américaine, leurs registres finaux montrèrent 296 avions japonais détruits contre 14 P-40 perdus en combat RR, un taux final de 21 pour 1. Mais même ce nombre était conservateur. Il n'incluait pas les avions japonais endommagés qui n'avaient jamais atteint leur base, ni ceux détruits au sol. Un rapport d'après-guerre compilé par les services de renseignement américains a estimé que le nombre réel de pertes japonaises aurait pu atteindre 400 avions, en tenant compte de ceux qui sont tombés en chemin ou qui ont été cannibalisés pour leurs pièces à cause des dommages. L'impact sur les ressources japonaises a été calculé à plus d'1 milliard de dollars en signe de santé. Valeur actuelle. Pour un pays déjà poussé à la limite, ce fut un coup dont il ne s'est jamais complètement remis. Le général japonais Masaharu Homma, exécuté pour crime de guerre en 1946, fit une confession extraordinaire avant de mourir. Nous avons perdu la guerre le jour où nous avons décidé de mentir à nos propres soldats. Lorsque vous cachez la vérité à vos propres forces, vous avez déjà perdu. Les Américains faisaient confiance à leurs pilotes avec la vérité. Nous les traitions comme des enfants qui devaient être protégés. Ce fut notre erreur fatale. Homma avait été l'un des rares officiers supérieurs à remettre en question la politique de censure. Dans un mémorandum à l'état-major impérial, il a fait valoir « Si nous ne pouvons pas faire confiance à nos hommes avec la vérité, comment pouvons-nous leur faire confiance avec nos vies ?» Une armée construite sur des mensonges est un château de cartes. Le premier vent fort le renversera. Son mémorandum fut ignoré et il fut transféré aux Philippines, où sa défaite et sa capture éventuelle scellèrent son destin. La dernière parole sur l'épisode vint d'un endroit inattendu. En 1995, lors d'une réunion de vétérans américains et japonais, l'ancien pilote de Zero Kaname Harada, alors âgé de 78 ans, se leva et dit « Pendant 50 ans, j'ai cru que nous étions supérieurs mais malchanceux. Maintenant, je connais la vérité. Les tigres volants étaient simplement meilleurs que nous, non pas en courage, non pas en habileté, individuelle, mais en pensant la guerre différemment. Ils se battaient avec la tête. Nous nous battions avec le cœur. Dans la guerre moderne, la tête gagne toujours.
La réponse vint de Robert R.T. Smith, à des tigres volants avec 8,9 victoires, alors âgé de 77 ans, Monsieur Harada, vous et vos compagnons étiez les pilotes les plus courageux que nous ayons jamais affrontés. S'ils avaient les mêmes tactiques et les mêmes informations que nous, le résultat aurait pu être différent. La guerre n'a pas été gagnée par une supériorité morale ou raciale. Elle a été gagnée par ceux qui se sont adaptés le plus rapidement à la réalité de la guerre moderne. Les deux vétérans se sont embrassés, un moment de réconciliation capturé sur une photo qui est devenue un symbole de guérison d'après-guerre. Les données historiques que vous venez d'apprendre sont restées classifiées pendant des décennies. Des archives japonaises brûlées avant la reddition, des documents américains scellés pour la sécurité nationale, des journaux personnels cachés par honte ou par peur. Beaucoup des détails les plus choquants n'ont émergé que lorsque la génération de la guerre a commencé à mourir et que leurs familles ont fait don de documents personnels à des archives historiques. Chaque année, de nouvelles révélations émergent, peignant un tableau de plus en plus complet de la véritable nature de la guerre aérienne au-dessus de la Chine. Si vous appréciez ce type de contenu historique réel, basé sur des documents primaires qui ont mis des générations à être révélés, considérez l'impact que ces révélations ont sur notre compréhension de la guerre. Ce ne sont pas seulement des chiffres et des statistiques, ce sont des histoires humaines de courage, de peur, d'honneur mal orienté et des conséquences fatales du refus de faire face à la vérité. YouTube propose le Super Thanks, ce cœur doré en bas. Lorsque vous l'utilisez, vous permettez que plus de temps soit consacré à la recherche d'archives oubliées, à la traduction de documents en japonais ancien, à la vérification croisée de multiples sources. Chaque Super Thanks signifie qu'une autre histoire non racontée de la Seconde Guerre mondiale peut enfin voir le jour. Ce n'est pas seulement un soutien à la chaîne, c'est la préservation de l'histoire réelle, pas la version hollywoodienne. L'héritage de la censure japonaise sur les pertes des tigres volants a enseigné une leçon précieuse aux militaires modernes. Aujourd'hui, la doctrine militaire américaine met l'accent sur des rapports honnêtes après action, où les échecs sont discutés ouvertement. Le Pentagone a une phrase non officielle. Souvenez-vous des 15 pour 1. Référence directe au désastre causé lorsque vous cachez la vérité à vos propres forces. Le colonel John Boyd, stratège militaire ayant révolutionné le combat aérien moderne par sa théorie OODA, observer, orienter, décider, agir, a longuement étudié les tactiques des tigres volants. Il en conclut ceci: Chennault comprit avant tous les autres que la guerre aérienne ne se résumait pas à des avions se combattant entre eux. Non, il s'agissait de systèmes luttant contre des systèmes. Le système japonais était supérieur en termes de composants individuels, de meilleurs pilotes, des avions plus maniables. Mais le système américain surpassait en matière d'intégration, tactique, renseignement, communication, adaptation. En guerre moderne, le système l'emporte toujours sur l'individu. Intéressant de noter que la Chine moderne étudie intensément les tactiques des tigres volants. En 2019, l'Académie de l'Armée de libération populaire a publié une étude de 400 pages sur les tactiques de Chennault, les qualifiant de premier exemple de guerre aérienne asymétrique moderne. Cette étude conclut qu'une force plus petite, mais plus intelligente, peut vaincre une force plus importante, mais rigide. L'étude chinoise va plus loin, suggérant que les leçons des tigres volants sont applicables à la cyberguerre moderne. Tout comme Chennault utilisa les forces du P-40 Warhawk contre les faiblesses du Zéro, des forces cybernétiques plus petites peuvent exploiter les vulnérabilités de systèmes plus vastes mais plus rigides. La clé n'est pas de posséder plus de ressources, mais de les utiliser plus intelligemment. C'est une interprétation que Chennault approuverait probablement. Les chiffres finaux, compilés à partir de sources américaines, japonaises et chinoises, sont impressionnants.
Durant leurs 7 mois d'opération, les tigres volants ont abattu 296 appareils japonais confirmés, ont possiblement détruit 150 autres non confirmés, ont perdu 14 P-40 Warhawk en combat aérien, 9 par le feu anti-aérien et 61 lors d'accidents opérationnels. Le coût total de l'opération s'élève à environ 8 millions de dollars de 1942. Les dommages infligés au Japon sont estimés à 600 millions de dollars en valeur actuelle. Le rapport coût-efficacité de 75 pour 1 reste inégalé dans l'histoire militaire, mais le chiffre le plus impressionnant est peut-être celui-ci. Sur les 100 pilotes originaux des Tigres volants, 79 ont survécu à la guerre. Un taux de survie de 79% dans l'une des zones de combat les plus dangereuses de la Seconde Guerre mondiale. Comparez cela aux unités japonaises équivalentes où le taux de survie dépassait rarement 30%. C'était la preuve irréfutable que les tactiques de Cheno ne gagnaient pas seulement des batailles, elles sauvaient des vies. Un dernier détail découvert seulement en 2018 lors de la numérisation d'archives privées. Les Japonais ont créé une unité secrète en juin 1942, spécifiquement pour développer des tactiques contre les tigres volants. Nom de code, Projet 15, une référence directe au taux de perte. L'unité a travaillé pendant 3 mois avant d'être dissoute. Sa conclusion dans un rapport destiné à l'empereur, il n'existe aucune solution tactique à une infériorité doctrinale. Nous devons changer notre façon de penser la guerre et non notre façon de la mener. Le chef du projet 15, le colonel Minoru Janda, qui avait planifié l'attaque de Pearl Harbor, a écrit dans ses notes personnelles « Nous avons étudié chaque combat, chaque manœuvre, chaque tactique des tigres volants. » La conclusion est inéluctable. Ils ne sont pas de meilleurs pilotes. Leurs avions ne sont pas supérieurs. Mais leur système l'est. Ils ont transformé la guerre aérienne en science, tandis que nous insistions pour la traiter comme un art. L'art est beau. La science gagne les guerres, mais il était trop tard. Les dommages infligés au moral, à l'économie et à la capacité de combat japonaise étaient irréversibles. La décision de censurer les pertes prises pour protéger le moral a fini par sceller la défaite. Le mensonge qui devait renforcer s'est transformé en poison qui a lentement tué la force aérienne japonaise. Comme l'a dit un vétéran des Tigres volants 50 ans plus tard, nous avons gagné la guerre du Pacifique dans le ciel, au-dessus de la Chine. Ce ne fut pas à Midway, ni à Guadalcanal. Ce fut lorsque nous avons prouvé que le mythe de la supériorité japonaise n'était qu'un mythe. Une fois ce mythe brisé, même si seuls nous le savions au début, l'issue de la guerre était scellée. Le reste n'était plus qu'une question de temps et de sang. Quel aspect vous a le plus impressionné? Le fait que le Japon ait littéralement interdit de déclarer les pertes réelles, le rapport de 15 pour 1 qui défiait toute logique militaire, ou que 50 pilotes américains aient changé le cours de la guerre du Pacifique. Partagez vos commentaires. Et si vous possédez des documents ou des histoires familiales sur la guerre du Pacifique, en particulier sur l'aviation, partagez-les. Chaque souvenir préservé est un fragment d'histoire que nous ne pouvons pas perdre. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable au mensonge confortable. Telle fut la leçon finale des Tigres volants, une leçon écrite dans le feu du ciel de Chine, payée du sang des 2 camps, et enfin révélée des décennies plus tard lorsque les archives secrètes furent ouvertes et que les vieux guerriers purent enfin raconter leur vérité.